Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 22 février. De nouvelles perspectives s'ouvrent à la coopération algéro-mauritanienne. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ayant donné le coup d'envoi du projet de réalisation de la route stratégique reliant Tindouf et Zouérat, inauguré 2 postes frontaliers fixes entre les deux pays et posé la première pierre du projet de réalisation d'une zone franche pour les échanges commerciaux et industriels. Le génocide se poursuit à Gaza pour le 139e jour consécutif, faisant plus de 29 400 martyrs et près de 70 000 blessés. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants. Le sud, mais aussi le centre de la bande de Gaza particulièrement ciblé. À Nusayrat, 19 Palestiniens sont tombés en martyrs et 34 blessés lors d'une frappe contre un bâtiment du camp de réfugiés de la ville. Et puis un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza se heurte aux multiples vétos américains. Pourquoi Washington se dresse aujourd'hui comme un rempart contre la paix à Gaza? Éclairage à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous. La coopération algéro-mauritanienne à l'honneur ce jeudi. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune était à Tindouf, où il a appelé les opérateurs économiques mauritaniens à investir dans la zone franche et à tirer parti des exonérations fiscales et douanières en matière d'échanges commerciaux et industriels entre les deux pays. Et ce, après avoir procédé en compagnie de son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une zone franche pour les échanges commerciaux et industriels entre les deux pays. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a également donné cet après-midi à Tindouf avec son homologue mauritanien le coup d'envoi du projet de réalisation de la route stratégique reliant Tindouf en Algérie et Zouérat en Mauritanie, longue de 840 km. Auparavant, les dirigeants des deux pays ont coprésidé l'inauguration de 2 postes frontaliers fixes entre l'Algérie et la Mauritanie. L'inauguration de ces 2 postes frontaliers s'inscrit dans le cadre de la visite qu'effectue le président algérien dans la wilaya de Tindouf, où il a procédé avec son homologue mauritanien, je vous le rappelle, à la pose de la première pierre et à l'inauguration de plusieurs projets importants et stratégiques conjoints dans cette zone frontalière. Et située à la porte du Sahel, la Mauritanie est au carrefour de l'inclusion économique régionale pour un désenclavement total via la relance de la coopération économique avec les pays voisins. Nouakchott se tourne aujourd'hui vers l'Algérie pour réaliser cette ambition. Alger a de son côté annoncé un certain nombre de mesures pour cimenter les liens avec la Mauritanie, comme la création d'une route, d'un réseau bancaire ou encore dernièrement d'une zone de libre-échange. Khair Batage. L'innovation et le progrès technologique s'emparent du secteur de l'énergie afin de lui permettre de réduire son impact sur l'environnement. Considéré comme énergie propre à part entière, le gaz est aujourd'hui un combustible et un carburant qui s'inscrit dans l'avenir. Eureka, le forum des pays exportateurs de gaz, en est bien conscient. Raison pour laquelle il a décidé de créer un institut de recherche dédié à l'énergie bleue. Le GRI prend son quartier général à Alger, capitale d'un pays ayant acquis une grande expérience et qui est à l'origine de l'idée. Il sera inauguré lors du 7e sommet du GECF qui se tiendra très prochainement dans la capitale algérienne. Et pour revenir, c'est par reconnaissance. Pourquoi? Parce que l'Algérie, il ne faut pas oublier que l'Algérie est un pays gazier, n'est pas un pays pétrolier. C'est les deux, mais beaucoup plus gazier que pétrolier, on va dire. Exactement, ouais. C'est plus gazier que pétrolier. Pourquoi? Parce que c'est une reconnaissance envers d'abord l'expertise algérienne, la compétence. Il ne faut pas oublier que, je vous donne un exemple, LNG, le GNL. GNL, oui. Le premier pays qui a produit le GNL, c'est l'Algérie.
Une date à marquer d'une pierre blanche car l'Institut de recherche sur le gaz se veut avant tout une plateforme technologique et un pôle de formation consacré à l'industrie du gaz et à son évolution, conformément aux impératifs de la transition énergétique. Alors que tout le monde se l'arrache, le gaz naturel augmentera sa part de 23% à 26% dans le mix énergétique mondial à l'horizon 2050. C'est dans cette perspective que le GRI est appelé à devenir un hub technologique majeur, en plus de sa vocation de centre de réflexion et de formation de haut niveau et qu'il offrira aux pays du GECF. Je parle de l'Institut. Donc, il y aura avant, pendant et après. Après, ça sera la continuité de tout ce qui a été déjà acquis, fait, réalisé, puisque le GRI, après l'inauguration, il va se lancer aussi dans une autre dimension qui est la poursuite des activités de recherche, de partenariat avec les instituts de recherche à travers les pays GECF, partenariat à travers les pays de renommée mondiale, d'instituts de renommée mondiale. 40% du gaz commercialisé dans le monde et environ 70% des réserves avérées sont aujourd'hui entre les mains des 12 pays qui seront réunis autour de la table du GECF du 29 février au 2 mars à Alger. Voilà donc pour notre dossier consacré à la visite qu'effectue ce jeudi le président algérien Abdelmadjid Tebboune à Tindouf où il a, je vous le rappelle, inauguré et donné le coup d'envoi de plusieurs projets en compagnie de son homologue mauritanien Mohamed Ould El Cheikh Al Ghazouani. Cette édition se poursuit, on se retrouve juste après cela. Avec 97 Palestiniens tombés en martyrs en 24 heures, les bombardements font toujours rage dans la bande de Gaza au 139e jour de l'agression de l'entité sioniste, un génocide qui a fait jusque-là au moins 29 410 martyrs et plus de 69 460 blessés. La plupart des victimes sont des enfants et des femmes. Et la ville surpeuplée de Rafah où s'entassent quelques 2,2 millions de personnes, toujours sous la menace d'une offensive terrestre, a subi l'une des pires nuits depuis le début de l'agression sioniste. De nouvelles frappes aériennes ont ciblé cette ville à la frontière avec l'Égypte, à l'extrême sud, détruisant notamment la mosquée El Farouk et faisant 7 martyrs et des dizaines de blessés. Le point avec Neila Et Hamouda. Déblayer les décombres, c'est l'obsession de ces jeunes Palestiniens. Quelques heures après la destruction de la mosquée El Farouk, d'un immeuble résidentiel et de nombreux bâtiments dans le camp de réfugiés surpeuplé de Chaboura à Rafah, ils s'activent pour tenter de sauver des vies. La tâche est titanesque. Il ne reste plus qu'un trou béant gigantesque. Les missiles sionistes ont tordu l'acier, pulvérisé le béton et pété. Les habitants du sud de Gaza n'arrivent pas à réaliser ce qui arrive. Comme vous pouvez le constater, l'occupation a frappé une mosquée qui est une institution religieuse. Ce n'est pas un lieu de résistance, ni un atelier ou quoi que ce soit, c'est un lieu de culte. Les gens y vont pour prier quotidiennement, puis ils quittent les lieux. Il n'y a ni résistants, ni saboteurs, ni personne ciblant l'occupation. Pourtant, l'occupation mène délibérément une guerre de religion contre les mosquées de Gaza. Le monde entier a vu que plus de 300 mosquées à Gaza ont été prises pour cible. La mort semble être à leur trousse. La horde sauvage sioniste n'épargne personne. Elle bombarde ceux qui fuient et ceux qui préfèrent rester. Épuisés par ces longues nuits d'angoisse, les habitants perdent espoir. Nous avons fui Khan Younes pour nous réfugier dans la zone sûre d'Al-Chaboura. La nuit, nous avons été surpris par un appel nous demandant d'évacuer les lieux parce qu'un quartier voisin était pris pour cible. 2 minutes plus tard, les voisins nous ont dit de quitter l'endroit immédiatement parce que la mosquée allait être prise pour cible.
Ils ont visé la mosquée avec 2 missiles. À l'origine, j'ai été déplacé de Khan Younes. On m'a dit d'aller à Rafah parce que Chaboura est sûr. Nous sommes venus ici. Est-ce que c'est sûr? C'est un désastre. Une zone résidentielle d'1 demi-kilomètre carré a été complètement détruite. La menace d'une offensive terrestre sur Rafah, où sont entassés plus d'1,5 million de civils, plane toujours. Si cette opération sioniste a lieu, les conséquences vont être catastrophiques. Au moment où les pourparlers pour soi-disant instaurer une trêve se poursuivent, tout en sachant que l'entité sioniste fait très peu de cas et des négociations et de ce qui en découle. Et au lendemain de ces bombardements, de nombreuses personnes affluées vers l'hôpital Nadjar de Rafah, se rassemblant autour des corps de leurs proches, en vue notamment de les identifier. Les vitres ont volé en éclats et le monde a basculé. En regardant par la fenêtre, nous avons découvert que la maison voisine avait été bombardée. Il y avait 25 à 30 personnes qui vivaient dans la maison. Nous nous sommes précipités pour les aider et nous avons trouvé des morceaux de corps. Ils étaient tous blessés et 4 d'entre eux étaient morts. Et toujours à Rafah, un navire des forces de l'occupation israélienne a ouvert le feu ce jeudi sur la côte près d'un camp de déplacés tirant plusieurs coups de feu avant de s'éloigner. Un incident qui vient renforcer les craintes d'une attaque d'envergure contre cette ville située à la frontière avec l'Égypte malgré les multiples appels internationaux à la retenue, y compris de son principal allié, Washington. Et plus au nord, je vous le disais en titre, 19 Palestiniens sont tombés en martyrs et 34 blessés lors d'une frappe aérienne sioniste contre un bâtiment du camp de réfugiés de Nusayrat dans le centre de la bande de Gaza. Les efforts de secours se poursuivent. Le nombre de victimes, parmi lesquelles figuraient des enfants et des femmes, pourrait encore grimper. Et en Cisjordanie, occupée cette fois, 2 frères sont tombés en martyrs et un autre blessé par les balles des forces de l'occupation sioniste à proximité de la ville d'El Aïzaria, à l'est de la ville occupée d'El-Quds, près du poste de contrôle d'El Zahim, fermé par la suite par les forces de l'occupation sioniste qui ont procédé à l'arrestation du père des 2 martyrs et de plusieurs autres Palestiniens à Bethléem. Par ailleurs, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient lunérois a averti que l'insécurité alimentaire dans le nord de la bande de Gaza avait atteint un niveau extrêmement critique en raison des restrictions imposées à la livraison d'aide humanitaire, les autorités israéliennes ayant refusé l'accès à plus de 50% des missions prévues par l'UNRWA et d'autres institutions humanitaires. Et toute cette misère a encouragé certaines ONG à redoubler d'efforts pour répondre aux besoins vitaux des Palestiniens. C'est le cas de World Central Kitchen qui parvient à distribuer des repas chauds aux déplacés à Rafah. Souila Kilal. Dans de grosses marmites, des repas chauds sont en préparation. Au menu, soupe de légumes bien chaude et pain frais. Des repas chauds pour réconforter et calmer la faim des Razaouis, en proie à une sévère famine depuis de longs mois. L'ONG World Central Kitchen, avec ses 40 cuisines à Rafah et plusieurs autres dans le centre de l'enclave, tente de venir en aide aux habitants de Gaza, malgré la situation chaotique qui y règne. World Central Kitchen se préoccupe des personnes qui souffrent ici et nous a fourni des poêles, des casseroles et tout le matériel nécessaire. Aujourd'hui, nous nous efforçons de soulager les souffrances des gens. Nous préparons entre 5 000 et 6 000 repas par jour à Rafah. Nous faisons cuire également entre 3 000 et 4 000 pains. L'objectif principal de la World Central Kitchen est de fournir des repas sains, propres et nutritifs aux personnes déplacées. Nous avons entre 40 et 50 cuisines à Rafah.
La capacité de nos cuisines varie. Certains produisent 10 000 repas, d'autres 20 000, d'autres encore 5 000. Nous avons des cuisines dans le centre de la bande de Gaza, mais pas autant qu'il le faudrait, et nous y travaillons. Pouvoir bénéficier d'un repas chaud par jour est un luxe pour la majorité des habitants de Gaza. Plusieurs organisations onusiennes ont suspendu leurs aides à cause des violences sionistes ou du manque de financement à l'image du Programme alimentaire mondial ou de l'UNRWA. Dans ces conditions désastreuses, une action comme celle de l'ONG WCK représente pour les habitants de Gaza une lueur d'espoir. Je viens de Khan Younes pour collecter des repas pour les familles du quartier d'Al-Mawasi à Khan Younes, car elles ne reçoivent pas assez de nourriture. Il n'y a aucune possibilité de travailler là-bas. La situation est difficile. La bande de Gaza, en proie aux violences sionistes et à une sévère famine, est depuis des mois dans une situation humanitaire catastrophique. Plus de 2 millions de personnes se retrouvent ainsi pris au piège d'une souricière à attendre leur sentence. Par ailleurs, le blocage de l'entrée des aides humanitaires par l'entité sioniste a conduit la Jordanie et la Grande-Bretagne à larguer par avion 4 tonnes d'aide, notamment des médicaments, du carburant et de la nourriture à l'hôpital Tal El-Hawa dans le nord de la bande de Gaza. Des aides acheminées par l'armée de l'air jordanienne. Et la solidarité avec le peuple palestinien s'organise partout dans le monde. Hier, des milliers de personnes ont manifesté devant le Parlement de la capitale britannique, Londres, contre la poursuite des agressions sionistes sur la bande de Gaza, alors que les députés votaient sur une motion appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans l'enclave palestinienne. Par ailleurs, et après avoir mis leur troisième veto au Conseil de sécurité, les États-Unis se sont encore une fois mis au travers d'un cessez-le-feu proposé par l'Algérie qui aurait pu épargner de nombreuses vies palestiniennes. Washington est désormais l'ultime rempart contre la paix à Gaza. Pourquoi? Élément de réponse avec Safouane Bessabri. Alors que l'agression sioniste sur Gaza dure depuis maintenant 4 mois et demi, des dirigeants des 4 coins du globe ont appelé à l'arrêt des hostilités. Ce n'est pas le cas à la Maison-Blanche. Le veto américain, symbole d'une entrave au cessez-le-feu, d'une obstruction à la paix, d'un isolement des États-Unis sur la scène internationale. Sur les 15 membres du Conseil de sécurité, un seul État a voté contre. Le veto américain opposé pour la 3e fois à un cessez-le-feu à Gaza est en réalité celui d'un autre âge, celui d'une domination américaine totale sur les relations internationales. L'Amérique n'avait alors aucun compte à rendre, celui d'une parenthèse qui aura duré 30 ans, d'un monde unipolaire où Washington indiquait la marche à suivre. Une époque où, suite à l'effondrement de l'URSS, le ministère des Affaires étrangères russe recevait ses directives directement depuis l'ambassade américaine à Moscou. Une ère unipolaire durant laquelle Colin Powell, muni d'une simple fiole, menait une grande partie du monde occidental en guerre. Washington refuse pour l'heure de se conformer à une nouvelle donne internationale, celle du multilatéralisme, de la négociation, de la prise en compte des intérêts des autres pôles non occidentaux. C'est un ancien monde qu'aspirent à maintenir en vie les États-Unis, un monde où le droit international passe après la loi des armes. Par son refus systématique d'un cessez-le-feu au Conseil de sécurité, Washington met en exergue l'incapacité de l'organe majeur des Nations Unies d'empêcher un génocide. Par extension, c'est l'Organisation des Nations Unies qui essuie des critiques quant à sa capacité à assurer sa mission fondatrice, assurer la paix et la sécurité dans le monde. Et la complicité de certains dirigeants européens, cette fois, dans les crimes sionistes, fait également réagir. Selon l'eurodéputé Mark Botenga, les gouvernements européens devraient subir des pressions pour mettre fin aux pratiques génocidaires de l'entité sioniste contre les Palestiniens et que l'envoi d'armes à l'entité sioniste était une complicité directe dans ce génocide.
Et à noter aussi que le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra ce jeudi sa session mensuelle sur la situation au Moyen-Orient, notamment la question palestinienne, suivie d'une séance de consultation. Les membres devraient écouter un exposé du secrétaire général sur les derniers développements à Gaza et en Cisjordanie, y compris à Al-Quds occupé. Et l'inaction du Conseil de sécurité s'est invitée hier à une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G20 où le chef de la diplomatie brésilienne a fustigé l'inacceptable paralysie du Conseil de sécurité des Nations Unies face au conflit à Gaza et en Ukraine. Les institutions multilatérales sont toutefois mal équipées pour relever les défis actuels, comme le montre la paralysie inacceptable du Conseil de sécurité face aux conflits en cours. Cet état d'inaction implique directement la perte de vies innocentes. Aux États-Unis, des électeurs de Dearborn, une ville de l'État clé du Michigan, où la majorité de la population est d'origine arabe, disent vouloir faire perdre le président Joe Biden lors de l'élection primaire démocrate du 27 février en raison de son soutien à l'occupation israélienne. Et par ailleurs, un cargo britannique a pris feu ce jeudi au large de la côte sud du Yémen après avoir été la cible d'une attaque de missiles provoquant une réponse de la coalition dirigée par les États-Unis. Les Houthis qui s'en prennent au trafic maritime au large du Yémen en solidarité avec les Palestiniens de Gaza ont par ailleurs annoncé l'introduction d'armes sous-marines dans leurs attaques. Dans l'actualité également parlant économie et coopération algéro-belge, le PDG du groupe algérien Sonatrach, Morad Adjel, a reçu une délégation de cadres dirigeants du groupe belge John Cockerill, spécialisé dans l'ingénierie, la maintenance et l'énergie, avec lequel il a évoqué les moyens de coopération dans l'objectif d'établir des partenariats bilatéraux. La Grande-Bretagne a annoncé ce jeudi un nouveau train de sanctions contre la Russie, affirmant qu'elle visait à réduire l'arsenal d'armes du président russe, éléphant nécessaire à la guerre 2 ans après le début de l'offensive contre l'Ukraine. L'ensemble de ces mesures concerne plus de 50 personnes et entités. Dans l'actualité également, le Parlement albanais a donné ce jeudi l'ultime feu vert à l'accord migratoire avec l'Italie, adoptant en dernière lecture le texte ouvrant la voie à la construction de 2 centres d'accueil pour les migrants sauvés dans les eaux italiennes. Une vaste opération menée par la police judiciaire fédérale de la province belge de Namur a permis de démanteler un important groupe criminel actif dans la production et la vente de cannabis à grande échelle. Plus de 400 policiers fédéraux et locaux ont été mobilisés pour mener des perquisitions dans une 50aine d'endroits à travers le pays. Et puis enfin, 15 personnes ont été tuées et 11 autres blessées suite à l'effondrement d'une mine à la Paragua dans la ville d'Angostura, dans l'État de Bolivar, au sud-est du Venezuela. Des équipes de recherche et secours continuent d'être déployées dans la région par voie terrestre et aérienne pour empêcher les mineurs piégés, pour plutôt rechercher les mineurs piégés suite à l'incident.
Voilà, ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée.